En 1940, alors que la Deuxième Guerre mondiale touchait à sa fin, il y avait peu de ressources. Les tendances culinaires étant ainsi peu variées et hors du commun. La plupart du temps, les gens se résumaient à manger du spam, des patates cuites au four, des haricots de Lima, du pain de viande, tout ce qu'il y a de plus simple. Pour ceux qui pouvaient se le permettre, il y avait du steak grillé, les steakhouses avec des grillades au chardon devenant une option gastronomique populaire. Par contre, le surplus de pêche cause la rareté en expansion des crevettes, qui deviennent un mets raffiné pour les plus riches seulement. En 1950, la télévision fait son apparition dans le monde. Ainsi, des soupers de télévision tout préparés font leur apparition également. Ceux-ci consistent de dinde rôtie avec sauce, purée de pommes de terre et petits pois. Pour ceux plus enrichis financièrement, le homard thermidor était des tendances. D'ailleurs, le homard a été défini comme un luxe à partir des années 1950. Le statut du homard a souvent changé de peu cher à plus dispendieux. Il a même été de la nourriture pour les prisonniers avant d'être défini comme un élément de cuisine raffinée. Son statut est maintenant stable depuis. En 1960, ce qui était populaire de manger pour souper était encore des plus simples. Poulet, carottes cuites à la vapeur, pommes de terre bouillies et sauce à la crème faisaient partie des éléments populaires que l'on retrouvait dans son assiette. Avec l'expansion de l'industrialisation, les déjeuners classiques se transforment en Pop-Tarts et en céréales crisp. En cuisine raffinée, ce qui était populaire, c'était les cuisses de grenouille, le coq au vin et le bœuf Wellington. Même que le magazine Gourmet a déclaré les années 1960 comme l'ère du bœuf Wellington. Heureusement pour le monde de la cuisine, la chef cuisinière américaine Julia Child renouvelle son intérêt pour la cuisine française classique, influençant ainsi la population. L'industrie agroalimentaire tourne en plein régime. Lors des années 70, nous remarquons l'apparition de la fraise Tagada, un bonbon très sucré en forme d'une fraise avec un goût et une odeur définie, une coloration très rosée, ainsi que des yeux en chocolat Kinder. De plus, c'est aussi le début de l'ascension des fast-foods. Tout d'abord, ce qui marque les années 70 par rapport à l'alimentation de la population sont les bouchées à la reine, les soupes de poisson, les foie gras, le canard à l'orange, la fondue bourguignonne, le saumon à l'oseille, l'œuf à la neige et les clafoutis. Ainsi, on peut remarquer que ça peut très bien ressembler à notre alimentation d'aujourd'hui, mais plutôt simplifiée. Vers la fin des années 70, les experts commencent à parler des malfaits des aliments d'origine animale. Également, les préjugés font leur apparition face aux végétariens, car on dit qu'ils manquent d'énergie et de carence en vitamines. Vers les années 80, la croissance de l'industrie ralentit significativement. Les effets du choc pétrolier se font voir et nous ne consommerons plus jamais comme avant. Nous sommes beaucoup fixés sur l'écologie, la diététique et le retour au terroir. Les aliments marquants ces années sont la terrine de poisson, les pâtes, le risotto, le tiramisu, le poulet rôti, le dimanche soir bien sûr, l'escalope de veau normande, la tarte tatin et la banane à split. Le retour à la nature, au terroir et aux produits vrais marque les années 90. C'est beaucoup plus du acheter moins cher, acheter mieux, afin d'économiser sur les prix de notre alimentation. Avec l'apparition des OGM qui viennent modifier certains végétaux et le fait que la consommation de la viande rouge chute de beaucoup, ça laisse place au poulet ainsi qu'à la pintade. Une tendance forte se fait voir avec l'ouverture des restaurants de nature japonaise et des assiettes uniques, comme des salades composées avec chèvre chaud et landaise. On se mise beaucoup plus sur les cuissons saines et délicates, respectant les produits fragiles et préservant les vitamines comme la papillote de saumon au poireau. La cuisine chinoise entre en contexte, amenant l'aigre doux et les plats sucrés salés comme le porc à l'ananas. Avec la fondation du géant Amazon, le premier message texte envoyé, et la fondation de Google, c'est avec grand plaisir, pour certains en fait, qu'on aperçoit l'arrivée des machineries dans certaines industries alimentaires, et voire même dans certaines fermes. 2000 à 2020. Non, les machines n'ont pas pris le contrôle du monde lors du passage au 21e siècle, mais elles ont eu un énorme impact sur notre manière de vivre. Le marché informatique explose et presque tous les foyers aisés ont maintenant accès à Internet. Que ce soit pour le travail ou notre divertissement, on ne peut plus se passer de notre téléphone intelligent ou de notre ordinateur portatif. Les entreprises devront complètement revoir la façon avec laquelle ils vont rejoindre leur public et les restaurants n'échappent pas à la règle. Tout restaurant qui souhaite avoir du succès doit avoir, premièrement,
un service de livraison en ligne. Une grande partie de la population se fait livrer de la nourriture plusieurs fois par semaine par manque de temps ou par pure paresse. Pour avoir accès à cette part du marché, l'entreprise doit offrir un tel service, que ce soit offert par l'entreprise elle-même ou par l'entremise d'une autre entreprise comme Uber Eats. Deuxièmement, un site Internet plaisant et fonctionnel est de mise. Si le site Internet est difficile à naviguer et n'est pas bien conçu, le client ira voir ailleurs et l'entreprise vient de perdre de potentiels clients. Troisièmement, on a besoin d'une bonne visibilité, notamment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont la principale façon de faire de la publicité de nos jours. Si on ne connaît pas ton établissement, on ne peut pas y dépenser son argent. Les réseaux sociaux facilitent également la diffusion de tendances à travers le monde et l'information voyage et change très très rapidement. Les restaurants doivent rapidement s'adapter à l'arrivée de ces nouvelles tendances. La population est notamment de plus en plus sensibilisée à sa propre santé et à celle de la planète. L'Internet remplace le docteur et influence drastiquement les habitudes de consommation. On a par exemple eu une vague de consommation bio et de dénonciation des pesticides, une vague de dénonciation des OGM, une vague de intermittent fasting, une vague de diète sans gras, une vague de diète keto sans sucre, une vague de diète vegan sans produit animal, une vague de consommation locale. La liste ne s'en finit plus et tout change tellement rapidement. Qui sait ce que Uber Eats nous réservera demain? Oui, alors je vais suivre en parlant de la livraison. La demande pour ce service ne cesse d'augmenter depuis que la pandémie a commencé. Et cela m'amène à parler de l'apparition des ghost restaurants, des restaurants fantômes. Ces restaurants ont opté de couper complètement l'utilisation d'une salle à manger, et d'ailleurs de ne pas en avoir pour commencer. Et ils vont seulement faire de la livraison. C'est une solution qui permet de diminuer les coûts immobiliers des restaurateurs et il répond parfaitement aux demandes de la société. La livraison est rapide et il suffit d'un seul clic pour avoir le souper prêt devant sa porte. Je crois que dans les années à venir, nous allons favoriser cette forme de restauration et la pandémie ne fera qu'accélérer cette tendance. De plus, je prévois une hausse dans la demande d'emballage de livraison originaux et plus compacts, puisque cela favorisera le transport et la satisfaction visuelle des clients. Maintenant, mon deuxième point sera sur les épiceries spécialisées. Dans une grande ville comme Montréal, nous pouvons facilement trouver des supermarchés asiatiques, des épiceries portugais, des magasins de thé, et tout ça dans un radius de moins de 5 km de chez nous. Cela nous amène à l'expansion d'un marché plus international et ça facilite l'accessibilité à des produits méconnus en Amérique du Nord. De plus, je crois que nous allons voir plusieurs restaurateurs transitionner à ouvrir des épiceries plutôt que des restaurants, étant donné que le service en salle ne sera plus comme dans le passé. Enfin, cela rendra la production en vrac plus facile pour les restaurateurs qui pensent transitionner vers des biens en conserve ou des produits qui ne nécessitent pas d'être consommés sur place. Enfin, je vous amène à mon point final, la fin de l'ère des buffets. C'est déjà évident que les buffets ne sont pas une forme de restauration très COVID-safe, mais depuis ses débuts, plusieurs questionnements sur sa qualité ont été posés. Que ce soit la nourriture ou l'hygiène du buffet, ces deux choses n'ont jamais été vraiment au top de nos priorités pour ces journées-là. Au contraire, on irait à un buffet tout simplement pour manger notre pain pour un prix que l'on croyait raisonnable. En revanche, avec les tendances récentes qui portent plus sur la santé et la consommation raisonnable, je crois que c'est assez clair que les buffets sont prêts à partir avec la pandémie et qu'on ne les reverra plus comme dans le passé.